Trois valeurs essentielles fondant la candidature de Patrice Talon. Regard croisé de deux politiques et d'un juriste sur la question faut-il ou non y accorder un blanc-seing? Le débat, c'est tout de suite et maintenant avec qui vous imaginez. Oui, ils ont répondu présent à l'appel. Un débat donc dans la continuité, peut-on dire. Déjà en notre compagnie sur ce plateau, Auguste Villegla, l'homme n'est plus vraiment à présenter, universitaire, expert en management. Il est membre du bureau politique BR, Bloc républicain, en soutenant les actions du régime au pouvoir. Auguste Villegla, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci Bonjour, pour la disponibilité renouvelée. Tout le plaisir pour moi. Alors, en face, nous avons Omar Harouna, ex-ambassadeur du Bénin aux États-Unis. L'homme reste toujours très attaché à l'actualité socio-politique sur le continent, en l'occurrence sur son pays, qui est en marche pour une nouvelle élection, la présidentielle 2021. Omar Harouna, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Yetonji. Merci de répondre une fois encore à notre invitation. Alors, un autre invité en notre compagnie, il n'est non plus à présenter, Miguel Hueto, c'est son nom, juriste spécialiste des droits humains. Elle est la présidente de l'ONG RHP Vent debout pour des questions de droits humains. Miguel Hueto, bonjour à vous. Bonjour Joël, c'est un plaisir renouvelé. Oh, le plaisir est donc partagé. Oui, on l'avait commencé, des questions de démocratie. Patrice Talon voudra défendre la démocratie pour le mieux-être commun. Alors, monsieur Omar Harouna, on suit la question, vous avez suivi l'argumentaire. Lorsque, effectivement, pendant 5 ans, on a travaillé sur les lois de la République, la question, est-ce qu'on ne fait pas en définitive un mauvais procès à Patrice Talon? Merci, monsieur. Avant de vous répondre, je crois qu'il est important qu'on recadre un peu le débat, surtout à la suite de ce que mon vis-à-vis avait dit, et il voulait vraiment connaître ce que c'est que la démocratie. Bon, aujourd'hui, je voulais éviter de faire de la pédagogie, mais il y amène. Donc, pour la question, il faut qu'on connaisse les principe de base de la démocratie. Et je disais tout à l'heure que la démocratie, ce n'est pas quelque chose qu'on prend et on se met à sa sauce. D'abord, le premier principe de base de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs en 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, qui applique la loi, le pouvoir législatif, qui vote les lois, et le pouvoir judiciaire, qui punit pour le non-respect des lois. Il y a les règles de la majorité lors des élections. Ça veut dire que lors des élections, la majorité gagne. Il y a le pluralisme politique que mon vis-à-vis essayait de mélanger avec le système partisan. Non, le système partisan, ce n'est pas une règle de la démocratie. C'est plutôt le pluralisme politique où plusieurs partis politiques sont en compétition, que c'est ça l'un des principes de base de la démocratie, par le système partisan. Le recours contre l'excès du pouvoir, c'est aussi un principe de la démocratie. Et finalement, le 5e principe de la démocratie, c'est le respect des libertés, comme par exemple la liberté d'expression, du vote, ce qui n'a pas été fait dans notre pays. Donc, je reviens à ça pour que mon vis-à-vis sache que on ne peut pas juste inventer quelque chose qui n'existe pas et parler et dire que c'est la démocratie. Donc, ceci dit, c'est quand même assez déplorable. Vous revenez là à ma question, qui est de savoir si on se retrouve en face d'un régime qui aura, pendant 5 ans, tout fait en fonction des tests de loi. La question de leur qualité, c'est sans doute un autre débat, qui fait tout sur la base des tests de loi. Est-ce qu'en définitive, on ne fait pas un faux procès à Patrice Talon? C'est mieux parce que quand on parle de loi et on parle de justice, pour moi, ce n'est pas la même chose. Oui, on peut se créer des lois parce qu'on peut se créer des lois et sur la base de ces lois, faire tout sur la base de ces lois. Bon, ça ne veut pas dire que ce qu'on s'est créé là, c'est le droit ou bien c'est la justice. Parce que c'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est là, au fait, la ruse du pouvoir en place. C'est-à-dire qu'on a parlé, par exemple,
comment dirais-je, des récépissés dont on a parlé, qui a été la cause de tous les drames au Bénin. Ce n'était nulle part dans les règles du jeu, les lois du Bénin. Mais, et pourtant, le ministre de l'Intérieur, sur, comment dirais-je, l'encouragement du président de la Cour constitutionnelle, a créé une loi qui amène ça. Donc, le fait, moi, je peux décider aujourd'hui, après que j'ai brûlé un feu rouge, que si j'ai le pouvoir de changer, de déplacer le feu rouge et de l'amener sur un autre carrefour. Et ça, est-ce que ça sous-entend que le problème, j'ai déplacé le problème? Donc, ce n'est pas la peine de dire on le fait sur les lois. Ce qui est bon est bon. Et même si on l'enrobe de la toge de la loi. Encore que la loi a un esprit et la loi est portée par certaines personnes. Et quand, comment dirais-je, la probité de ces personnes est en question, on ne pourra même pas parler d'une loi. Est-ce que vous voyez? Donc, dire qu'il a fait, il a tout créé dans la loi, moi je trouve que c'est quand même assez essayer de nous mener sur des pistes qui n'ont aucun sens. La démocratie a ses règles, elle a ses principes. On reste au niveau des règles de la démocratie. J'évoque la question de séparation du pouvoir que vous avez évoquée. Si on doit passer cela à la loupe. Mais la séparation du pouvoir, mais c'est là même où le bas blesse. Parce que quand on parle de séparation du pouvoir, prenons d'abord le pouvoir, comment dirais-je, judiciaire. Le pouvoir judiciaire devrait être un pouvoir pour l'exécutif. Et pourtant, qui sont ceux qui forment le pouvoir judiciaire? C'est des suppôts du chef de l'État. Et je pèse bien mes mots, parce que quand on parle du ministre de la Justice, qui est supposé être le ministre de la Justice de la République, c'est l'avocat personnel du président de la République depuis des temps. Quand on parle de la Cour constitutionnelle, qui est, comment dirais-je, l'instance suprême juridique de notre pays, c'est encore l'avocat du chef de l'État, un partisan zélé du chef de l'État qui est à ce niveau-là. Quelle séparation on peut obtenir à partir de là? Est-ce que vous voyez? Donc, on retrouve maintenant au niveau même du législatif, l'Assemblée nationale. Et là encore, c'est le désastre. L'Assemblée nationale qui a été mal élue, sans légitimité, et même si j'aurais voulu concéder quelque chose à ma sœur, la juriste qui a dit qu'elle peut être légale, moi je dirais non, elle n'est même pas légale. Elle n'est pas légale dans le sens qu'elle n'a pas été installée dans la règle de l'art. D'abord, donc il y a une certaine... son installation a eu un défaut sur le point de la légalité, parce qu'on ne peut pas installer une Assemblée nationale militarisée. Et certains membres de cette illustre Assemblée n'ont même pas pu mettre leur propre bulletin de vote dans les urnes. Et donc, tous ceux-là sont à la botte du chef de l'État et qui leur a expressément dit... Est-ce que vous ne leur prêtez pas d'intention? On peut être élu, M. Aruna, vous le savez, et ne plus reconnaître celui par qui vous êtes élu. Quand on parle d'avocat personnel, une fois investi du pouvoir régalien, est-ce que la jonction, ou comme on le dit, la séparation n'est pas consommée? La séparation n'est pas consommée. Moi, je parlais plutôt de mariage incestueux. Ça, c'est clair. Il faut qu'on se le dise. Je suis désolé, je voulais être vraiment mélo ce matin, mais j'ai l'impression que, à force d'essayer d'avancer les arguments, j'ai du mal à me retenir. Non, écoutez, on peut effectivement, comment dirais-je, être désigné même par quelqu'un et lui faire face ou bien respecter les lois de sa fonction. Mais ce qu'on voit, et la preuve la plus patente et la plus récente, c'est le fait qu'en face d'un recours d'un citoyen sur une des lois, c'est-à-dire que cette loi du parrainage, que le président de la Cour constitutionnelle se dit incompétent sur une loi qu'eux-mêmes, ils ont jugée constitutionnelle, parce qu'on ne peut pas aller contre la volonté du chef. Et ça se voit clairement que c'est parce qu'on ne peut pas aller contre la volonté du chef, et sachant aussi que le chef, il est en train de télécharger son deuxième mandat
qu'on ne peut pas se prononcer dessus. Il faut quand même un peu de probité dans la fonction qu'on occupe. Et... Vous me permettez, merci pour votre regard. Comme on le dit, c'est la pluralité de penser à chacun son idée sur les faits. Mais on revient aux juristes. Monsieur Villegla s'est posé une certaine question quand il vous suivait tout à l'heure. Avec un peu de recul, ne trouvez-vous pas qu'il a quelque part raison de s'interroger? Votre regard par rapport à ces interrogations? Qui suis-je pour lui interdire de s'interroger? C'est un citoyen béninois comme moi. Il a la liberté de s'interroger et de trouver les réponses qu'il estime être adéquates. Bon, la question de la pertinence alors des arguments avancés par votre vis-à-vis? Seulement, oui. Je sais pas. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'à force de tenter d'incrustrer dans la mentalité des gens ce que l'on pense, on a envie de les prendre pour bêtes. Ou alors, comme on a envie de croire que ces personnes n'ont pas de jugeote. Comment ça? Je suis désolée, nous avons de la jugeote, monsieur. Nous avons de la jugeote et nous avons de la répartie. Moi, je n'appartiens ni au camp présidentiel, ni au camp de l'opposition. C'est pourquoi on vous a invité. Et d'ailleurs, je le clame haut et fort, je l'ai toujours clamé haut et fort. Sa posture, elle est normale. Je la comprends. Et je le comprends. En tant que soutien du chef de l'État, je le comprends. C'est normal. Parlons plutôt des arguments et non des personnes. Hein? C'est normal qu'il décide de soutenir ou d'appeler à un second mandat. C'est normal qu'il jubile à l'annonce que le chef de l'État a faite. Ces arguments restent ces arguments. Et je rappelle à nouveau que pour moi, quand on se respecte d'abord, sachant qu'on est dans une posture étatique, qu'on est, par abus de langage, comme on le dit, le premier citoyen d'un État, on respecte sa parole donnée. Et quand on a tôt fait de laisser couler un certain nombre de comportements, revenons. Il a des arguments. Pour lui, c'est que sur les 5 ans, tout s'est très bien passé. La démocratie est en marche. La bonne gouvernance est en train de se consolider. OK. 2019, nous avons connu les élections législatives. Un des piliers de la démocratie, c'est justement la participation citoyenne. C'est que les citoyens aient le libre choix. Et cette liberté de choix s'est vue confisquée. Pourquoi? Simplement parce que, au lieu de laisser les gens avoir une pluralité de choix, on leur a imposé 2 choix. Et ces 2 choix, à la limite, si on devait les superposer, ces 2 choix reviennent à un seul choix. Puisque, d'une certaine façon, ces 2 choix concourent à la bonne santé d'un individu. À partir de ce moment, les personnes qui ont vu leur vie ôtée dans ce processus électoral, elles en sont où aujourd'hui? Dans un État démocratique, il y a des droits. Nous parlons de liberté fondamentale. Ce sont des droits humains. Et donc, dans un État démocratique, il y a des droits, lesquels droits doivent être protégés et promus. Nous avons sous le régime Talon, et je pèse bien mes mots, sous le régime du président Patrice Talon, nous avons connu ce que le Bénin n'a plus connu il y a des années. Quoi ça? Des forces de sécurité, donc des agents de l'État en uniforme, aux ordres de l'État, des gouvernants, ont pris sur eux la liberté de tirer à bout portant sur des citoyens, des individus qui concourent chaque jour à ce que l'État puisse leur payer leur salaire, à ce que l'État puisse leur donner de quoi subvenir à leurs besoins au jour le jour. Et nous sommes dans une démocratie. À ce jour, justice n'est toujours pas faite sur un certain nombre de ces cas. Vous n'oubliez pas l'amnistie. Parlons-en. Cette loi portant amnistie, qui est venue faire table rase de tout ce qui s'est passé. D'abord, il y a eu un déni. On a suivi. Il y a eu un déni. On n'a pas voulu reconnaître ce qui s'est passé, mais par finir, on a dit, OK, c'est arrivé. Et on demande aux uns et aux autres de laisser couler. Quand vous observez tout ça, c'est ahurissant de se rendre compte de ce qu'aujourd'hui, on tente de nous faire croire
que tout s'est bien passé, tout a été rose, tout le pays va bien. Non, mais arrêtons un peu. J'aurais encore apprécié que les partisans du chef de l'État disent « Ok, c'est vrai qu'il y a eu des égards. C'est vrai qu'à certains endroits, nous nous sommes fourvoyés. C'est vrai que nous n'avons pas su faire les choses comme cela se devait. Et peut-être qu'ils nous disent que le second mandat qu'ils appellent de leur vœu va servir à restaurer un certain nombre de choses, va servir à corriger un certain nombre de travers. Nous avons le code du numérique qui aujourd'hui, nous sommes dans un État démocratique. Les délits de presse aujourd'hui sont criminalisés. Nous avons vu ici le cas Ignace Sossou. Et comme vous le savez, le Bénin est interpellé par les Nations Unies. Il faut répondre de ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas en vase clos. Nous sommes dans un concert de différentes nations. Et les principes, nous ne les inventons pas. Nous ne sommes pas censés les inventer. C'est une entorse à la démocratie. C'est une entorse à des piliers de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est un ensemble. Et quand vous touchez à un pilier, quand vous mettez à mal un pilier démocratique, c'est tout un édifice qui tente de s'ébranler. Donc, comme l'autre, vous ne considérez pas que ce fut une égratignure, une erreur passagère? Qu'est-ce qui serait le cas que vous venez de donner, il y a Sossou, les Nations Unies, ce ne sont pas les Béninois qui en font un peu de trop, tout ça? Quand on me dit, par exemple, que c'est le président, il est arrivé, il imprime une dynamique, donc c'est grâce à lui que tout est en train de rentrer dans l'ordre, si je suis bien ce que les uns et les autres avancent comme argument. Ce n'est pas de l'égratignure. Une vie de perdu, vous savez ce que c'est? On semble banaliser, ou alors on banalise et on se dit que voilà, la loi d'amnistie, elle est là. Mais les personnes qui ont vu leur vie ôtée, les proches que ces personnes ont laissés, qui s'en occupent? Le cas Prudence Amoussou, qui s'occupe de ces enfants, de ces orphelins-là? Je vais finir sur cette question pour vous rappeler, ou je ne sais pas si vous êtes informés, mais il est dit qu'à compter de ce mois de janvier, le tarif, si vous voulez, les tarifs des différentes tranches de la SONEB vont connaître une augmentation de 5%. Oui. Pourquoi ce rappel? En termes de démocratie? Nous sommes en démocratie. Oui. Dans une démocratie, justement, la redistribution des richesses doit se faire de façon convenable. Dans une démocratie, on ne précarise pas l'emploi. Dans une démocratie, on n'empêche pas les citoyens de manifester. Dans une démocratie, on n'interdit pas aux gens de dire ce qu'ils pensent. Vous avez vu la tournée que le chef de l'État a eu à faire? Oui. C'est normal. Et c'est heureux de savoir qu'à un moment donné de sa mandature, le chef de l'État s'est dit « Tiens, je ne suis pas là de mon chef. Voilà des gens qui m'ont mandaté. Oui. » C'est pour moi un devoir de retourner les voir pour leur dire ou leur faire le point de des avancées que j'ai pu amener le pays à faire. Mais surtout le parcours. Moi, j'ai été encore une fois peinée. Par exemple, le jour où j'ai suivi le chef de l'État dire avec désinvolture, à la limite, il rigolait que voilà, les gens, ils n'ont déjà toqué au main. Et vous avez vu, vous avez observé un peu l'ambiance qui a prévalu dans la salle. Quand on parle de ces sujets-là, quand on a la posture qui est la sienne, on ne s'exprime pas avec autant de légèreté sur des sujets comme ceux-là. Parce que la corruption, le détournement des fonds, ce n'est pas des choses qui vont permettre que les citoyens puissent avoir accès à l'éducation, que les citoyens puissent s'offrir des soins de santé convenables. Encore une fois, vous vous souvenez, nous avons fait le choix, je veux dire l'État béninois a fait le choix de rénover par exemple le palais de la Marina à l'occasion de notre fête nationale. Il s'est trouvé des citoyens qui ont interpellé le Parlement, les hommes et femmes qui se trouvent logés au Parlement actuellement, afin que ces personnes puissent poser la question au chef de l'État de savoir qu'est-ce qui a guidé une telle priorité. Je consens qu'un chef de l'État ou qu'un individu, qu'un citoyen qui vient apporter
la responsabilité sociétale dans une cité, qu'il ait des aspirations personnelles, qu'il ait une façon de voir les choses, qu'il ait envie d'imprimer une certaine dynamique. Mais c'est-à-dire que sa façon de voir les choses doit primer, doit être au-dessus de l'intérêt général, doit être au-dessus des aspirations de toute une nation, je ne pense pas. Moi, en tant que citoyen aujourd'hui, citoyenne, que ce soit le chef de l'État qui soit réélu en avril prochain, que ce soit un autre citoyen béninois ou une citoyenne qui soit portée à la tête de l'État, peu importe. Mais le plus important pour nous, c'est que nos valeurs, les piliers démocratiques qui semblent avoir été coupés ou qui dégringolent de jour en jour, que l'on puisse travailler à restaurer tout ça. Que l'on puisse travailler à faire en sorte que la pluralité d'opinions reprenne droit de cité. Vous avez terminé sur un point. Monsieur Auguste Videgla a relevé plusieurs. J'étais tenté de commencer par votre dernier point. Je lui laisse le choix de commencer par le point qui lui tient à cœur. Le plus important, vous l'avez suivi. Non, en tant que citoyen. Écoutez, notre débat n'est pas fait pour répondre à une personne. Chacun de sa position a une perception de la chose. Encore que, la personne qui n'est pas forcément imbibée dans ce que c'est que l'action publique véritable ne perçoit pas la dimension de la chose. Donc, ici, notre pays faisait face à d'énormes difficultés. Notre pays était dans une situation pratiquement de faillite. Alors, reconstruire une nation, remettre les fondations à leur place où il faut pour créer une dynamique, moraliser la vie publique, créer les conditions sociales qui puissent permettre que les citoyens soient fiers et puissent contribuer un peu plus à la production nationale. Créer les conditions pour que le système partisan, qui est le socle de la démocratie, puisse mieux être régulé, pour que les politiques puissent désormais être plus responsables de leurs actions et de leur militantisme et dans leur course vers la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir d'État. Donc, c'est autant d'éléments, c'est autant d'enjeux pour notre nation. Comment pouvez-vous comprendre que durant des décennies, notre vaillant peuple, notre beau pays, le Bénin, soit pratiquement tout le temps en queue de peloton de tous les pays de l'UEMOA? Comment vous pouvez le comprendre? Ce sont des constats qui viennent de quelque part. On ne se lève pas pour dire, telle chose est belle, telle chose est ci, telle chose est ça. Le Bénin était pratiquement un des derniers pays de l'UEMOA, un des derniers pays de la CEDEAO, pratiquement en queue de peloton en termes d'indice de développement que chaque année les Nations Unies publient. Et face à ça, la pauvreté était totalement endémique. Quelles sont les solutions que nous apportons? Et c'est pour ça que le chef de l'État, bien avant d'être élu, bien avant d'être porté à la magistrature suprême, a défini dans son projet de société, le nouveau départ, 3 piliers qui vont être le socle de sa gouvernance. Et il l'a publié, c'est avec ça qu'il a fait sa campagne, auquel le peuple a massivement adhéré. Le premier pilier, c'était l'état de droit et la démocratie. L'état de droit et la démocratie ne veulent pas dire, je le répète encore, l'anarchie ou le non-respect des lois. Nous avions des lois, mais qui les respectaient? Personne. Nous avons un système politique qui ne permettait pas véritablement aux politiques de conquérir, d'exercer le pouvoir d'État. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre un coup de pied dans cette fourmilière pour réorganiser le style, avec l'apport des plus grands politiques de notre pays. Qu'est-ce qui était demandé en son temps, en 2018, avant ce que Madame a évoqué comme étant une situation dommageable que nous tous, nous avons regretté? On a demandé à ce que les partis politiques émiettés, qui étaient des partis régionalistes, même quelquefois des partis familiaux, de quelques individus, se regroupent pour créer des partis d'envergure nationale qui couvrent l'ensemble de nos communes, de nos départements, de nos arrondissements. Pratiquement 170 partis politiques ont accepté, suivre le jeu. C'est ça qui a abouti à la création de l'Union progressiste. Et ce n'est pas des moindres, hein, des gros poids lourds de la politique de notre pays ont accepté se fondre en masse pour se mettre
en une seule organisation politique. Vous avez de l'autre côté le bloc républicain. L'Union progressiste compte environ une centaine de partis politiques et le bloc républicain a à peu près 80 partis politiques qui se sont mis ensemble. Et vous le savez bien, M. Yetondi, j'étais président de parti politique, j'étais président d'une grande coalition. J'ai accepté laisser tout cela pour être ensemble dans une démarche. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ces deux formations politiques sont assises dans tous les villages et quartiers de ville de notre pays. La même chose était attendue en son temps de l'opposition qui devait se regrouper pour former une grande formation politique. Parce qu'il fallait créer des pôles idéologiques dans notre pays qui puissent porter les valeurs de développement que nous recherchions. Voilà un peu le soubassement de la réforme de ce côté et qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a entraîné la non-participation aux élections législatives, qui a créé tout ce que nous regrettons amèrement. Et je l'ai toujours dit, c'est très malheureux de danser sur les chrysanthèmes. Personne ne voudrait qu'un Béninois perde la vie pour des questions politiques. C'était des événements malheureux que tout le monde regrette. Et je pense que nous devrions plier et penser plutôt quel était le fond et qu'est-ce qui a pu entraîner cela. Aujourd'hui, nous avons vu les partis, les démocrates, qui se sont finalement constitués. Si en 2018, ils avaient réussi à faire cette convergence et créer ce grand parti, ils auraient été aux élections facilement. Et on n'aurait pas vu ce combat. Pour revenir au deuxième point. Du système partisan aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites ? Une avancée ou une avancée extraordinaire. Vous savez, lorsque vous opérez des réformes, même chez vous à la maison, quand vous prenez une décision, soit madame n'est pas d'accord, les enfants boudent, nous le vivons tous. Mais c'est à l'épreuve de la mise en œuvre que graduellement tout le monde se rend compte des bienfaits de ce que vous avez institué à la maison. On ne peut pas continuer à voguer. Le Bénin n'est pas unique dans le concert des nations. Je l'ai rappelé, dans ce système partisan, vous allez au Burkina, vous allez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans presque tous les pays, vous avez des partis politiques d'envergure nationale. Deuxième point. Dans la société béninoise, nous sommes réfractaires au changement. Il fallait quand même faire l'effort pour que nous puissions emprunter une démarche qui normalise la vie publique de notre pays. Le deuxième point, les réformes. Comment réussir le développement ? Comment réussir que demain, le plein emploi puisse être assuré à ces milliers d'étudiants qui arrivent sur le marché de l'emploi, sans pour autant que l'État, impossible que l'État puisse résorber cette énorme masse de demandeurs d'emploi. Comment réussir pour que notre agriculture soit une agriculture de développement et une agriculture d'autosuffisance alimentaire, qu'on n'importe plus? Comment réussir à redonner à notre école, notre éducation, c'est l'aide de noblesse? Le Bénin était le quartier latin de l'Afrique. Alors, ce qui a été fait durant ces 5 ans, sur ce plan, motive-t-il, à votre avis, à accorder confiance au chef de l'État? Absolument, j'en arrivais, parce que ce qui a été fait dans l'ensemble des secteurs de la vie socio-économique, politique, culturelle de notre pays tend à mettre en place tous les mécanismes de développement de notre nation. Je n'avais pas fini quand vous m'avez interrompu, M. Yetondi. Je ne souhaiterais plus que vous le fassiez. Ne vous en faites pas. Oui. Parfois, vos réactions amènent à vous poser des questions. Oui, tout à fait. Dans le domaine de la culture, vous savez que, et du tourisme, le Bénin est un riche pays en matière touristique et culturelle. Mais durant 60 ans, nous ne l'avons pas vendu. Le tourisme est le deuxième pilier économique de certaines grandes nations. Vous prenez la France. La France, son PIB, avant Covid, était basé pratiquement à 40% sur le tourisme. Malgré toute la richesse du Bénin, le Bénin n'en tirait aucun profit. Il a fallu faire des réformes profondes pour remettre en selle notre tourisme, notre culture, etc. et tout. Donc, autant d'éléments qui ont fondé l'action du gouvernement entre 2016 et 2020. Aujourd'hui, toutes ces bases sont posées. Les réformes sont faites dans tous les secteurs. Les investissements massifs sont en cours. Je dis bien investissements massifs sont en cours pour que notre pays puisse être véritablement le pays que nous souhaitons tous, fiers d'être béninois. Vous voyez l'éducation en train de retrouver sa lettre de noblesse. Depuis 3 ans, nous n'avons plus de grève dans l'administration. N'est-ce pas une bonne chose? Les enfants des pauvres qui se lèvent le matin pour aller à l'école, souvent sur 9 mois, à peine ils avaient 3-4 mois de cours. Aujourd'hui, depuis 3 ans, nous avons des années pleines, sans grève, sans cours interrompus. La sécurité au plan national. Combien de braquages vous entendez encore? Sporadiques.
Avant, vous sortez dans la rue en 2015, jusqu'en 2015, les policiers vous rançonnent. Est-ce que vous voyez encore cette activité dans notre pays? Des avancées extraordinaires en matière de bonne gouvernance de notre pays. Les détournements massifs qui étaient faits dans l'administration publique. Comme pour contredire un peu mes vis-à-vis, on pense que le régime, c'est le pouvoir, c'est les partisans, c'est faux. Regardez, si vous faites le décompte des gens qui sont en prison aujourd'hui, moi j'en connais, il y a environ 40 directeurs de l'administration publique, fervents défenseurs du président Patrice Talon, qui sont en prison pour détournement. La CRIET condamne chaque jour des énarques, des opérateurs économiques qui sont des soutiens fermes du chef de l'État. Vous avez sorti un mot tout à l'heure, j'imagine que c'est un lapsus. J'imagine que c'est un lapsus. Oui, le mot. De grands administrateurs, vous avez sorti un mot, moi je ne le répète pas. Oui. Bon, ok, comme vous n'êtes pas rendu compte, on va évoluer. J'ai dit des grands énarques. Ah bon? Et des administrateurs. Sérieusement? Qui sont en prison. Si vous voulez, c'est pas... C'est une école de référence qui forme à l'éthique. C'est pas décent de citer des noms ici. Oui, non, mais on va vous pas êtes journaliste, renseignez-vous, des administrateurs civils sont en prison, rompus à la tâche sont en prison. Des opérateurs économiques, soutien fervent du régime en place. Et vous avez vu très récemment quelqu'un, un ancien maire condamné à 12 mois de prison ferme, qui est un membre influent d'un des partis politiques au pouvoir. Donc, et les exemples sont légion. Les réformes ne sont pas menées pour une classe de béninois, mais les réformes sont menées pour que l'impunité et la bonne gouvernance puissent avoir droit de citer dans notre pays. Et à chaque prise de parole, assez d'éléments. Vous permettez, je ne vous interromps pas, je vais donner la parole à chaque fois. Je ne vous interromps pas. Aux autres vis-à-vis. Non, c'est que vous en sortez suffisamment et il faut compter que vous en prenez la parole là. Vous l'enrôlez à votre façon. Oui. Dites, avant que je donne la parole à M. Harouna, les piliers, pas tout de suite, je dois faire 12 minutes comme les autres. Les piliers, vous avez demandé, et c'est pour que vous ne passez pas le temps sans en parler. Oui. Ils l'ont passé en revue et trouvent que c'est la catastrophe. C'est moi qui utilise le pilier numéro 1. Oui, mais vous répondez quoi? Non, le pilier numéro 1 est une réussite. On dit tant que tout n'est pas encore fait, rien n'est encore fait. C'est un démarrage. Et j'ai donné tantôt l'exemple de notre propre maison. Lorsque vous avez une vieille bâtisse que vous voulez restaurer, il y a des petits dommages qui se font. Rien ne peut être parfait. C'est lorsque les décisions seront complètes que tout le monde va voir. Okay. J'ai donné l'exemple, par exemple, des démocrates. Aujourd'hui, c'est un grand parti politique. Et nous en sommes fiers. La classe politique est fière qu'un parti d'opposition d'envergure nationale, couvrant l'ensemble des communes, des départements, ait vu le jour. C'est ce que nous souhaitons. C'était l'objectif final des réformes menées dans ce secteur. Le second pilier, c'est les réformes économiques. Il fallait que notre pays... Comment résoudre le problème de l'emploi dans notre pays? Comment? Mais c'est de réformer de fond en comble notre secteur productif, l'agriculture, le secteur marchand, le secteur touristique, etc., etc. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et vous allez voir la qualité et le nombre d'emplois qui vont de plus en plus aller croissant. Il faut revitaliser le secteur privé qui est créateur de richesses. Les réformes ont été faites dans ce sens. Les actions au niveau concret du régime encouragent un second mandat du chef de l'État. Merci. Nous avons... Non, monsieur Joël. Ah, il vous reste plus qu'une minute. Donc, il me reste 2 minutes encore. Hein, non, une minute. Allez-y. Si. Et vous avez passé tout le temps à m'interrompre. Non, c'est vous-même. Vous donnez des éléments. Non, vous donnez des éléments pour que je vous relance. Voilà, des éléments pour que je vous relance. D'accord. Donc, au niveau des actions concrètes sur le terrain, j'ai cité tantôt, vous voyez la sécurité, vous voyez la quiétude au niveau de l'éducation qui avance dans le secteur du cadre de vie et des infrastructures socio-économiques. Vous avez vu les investissements massifs en cours dans nos villes pour créer un cadre de vie attrayant pour le Béninois. Nous avons les infrastructures routières qui sont en train véritablement de se réaliser pour désenclaver l'ensemble de nos communes, de nos villes. Vous avez les investissements massifs, je l'ai dit tantôt, dans le domaine de l'agriculture qui ont porté aujourd'hui notre pays. Nous sommes premiers producteurs du coton en Afrique. Nous sommes passés encore premier producteur de l'anacarde, bientôt l'ananas. Donc, l'ensemble de ces prouesses vient d'où? De la rigueur de la gouvernance, des politiques publiques qui ont été menées pour encadrer les secteurs. Donc, graduellement, le Bénin est en train d'être reconnu. Ailleurs, autre chose que je n'ai pas citée,
Au bout de 4 ans, nous avons réussi. Le chef de l'État a réussi à faire sortir du Bénin des 25 pays les plus pauvres de la planète. Nous avons quitté les pays les plus pauvres pour embrasser la voie des pays qui sont positionnés en voie du développement. C'est des prouesses extraordinaires. En l'espace de 5 ans, comment pouvez-vous ne pas plébisciter un régime, encourager ce régime à continuer à aller à un deuxième mandat après l'ensemble de ces prouesses réalisées? En 5 ans, je vous dis, le Bénin est sorti des 25 pays les plus pauvres de la planète. Et ce n'est pas le régime qui le dit, c'est les institutions internationales qui le disent, ceux qui donnent des indices. La démocratie a eu quelques flottements, a tangué un peu. C'est normal, lorsqu'on mène des réformes, il y a toujours quelques difficultés. Il y a des petits moments de transition qui créent ces petits flottements, mais qui vont se redresser au sourire et au bien-être de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. Pour finir, c'est pour dire que le chef de l'État, il consent un gros sacrifice pour que son pays puisse retrouver sa lettre de noblesse. Ce que je demande, nous souhaitons que les critiques soient constructives et que ce soient des critiques politiques, des programmes. Quels sont les programmes que le régime met en place qui ne sont pas d'avis à permettre un développement de notre pays, à permettre à nos citoyens d'être heureux dans leur vie quotidienne, citoyens de la nation? Voilà là où l'action doit se discuter et non sur des bases un peu philosophiques et non citoyenne. Merci Auguste Videgla, je vous laisse tout le temps et au-delà, j'ai bien chronométré. Mais rassurez-vous, comme je le dis, parfois il y a de ces belles interventions, pour ainsi dire, parce que à chacun son regard qui mérite qu'on relance. Ce n'est jamais pour empêcher de parler. Et sur ce plateau, la parole reste libre. Omar Harouna, oui, vous avez suivi Auguste Videgla. Il est question de débat constructif. Alors, votre réaction? Waouh! Monsieur Videgla, qu'il est dans un univers parallèle. En tout cas, si lui-même il croit un mot de tout ce qu'il vient de dire, alors j'ai un aéroport neuf à Glodjibé à lui vendre. Sincèrement, parlons de difficultés. Il a parlé qu'au départ, quand le président a pris le pouvoir, il y avait des difficultés, le pays était en faillite. Si le pays était pour autant en faillite, pourquoi les premières actions du président, c'est de se faire payer lui-même des milliards? Ça n'a aucun sens. Il a parlé aussi des infrastructures. Les infrastructures, effectivement, on nous a lancé un bague à Pompeux et tous les chiffres montrent qu'ils ont fait moins de 10% de ce qu'ils ont promis. Et il a parlé même des gens qui sont des gens du pouvoir qui sont en prison. Mais quand vous envoyez quelqu'un en prison, le fait d'envoyer même quelqu'un qui est de votre camp en prison, ça ne veut rien dire. Parce que le processus pour incarcérer quelqu'un est plus important que l'incarcération. Si ce n'est pas fait dans la règle de l'art, si ce n'est pas fait avec transparence, si ce n'est pas fait dans la justice, on ne peut pas parler de bonne gouvernance et de brandir. Seulement, écoutez, moi j'ai été lobby, j'ai aidé plus de 15 pays africains à faire leurs images aux États-Unis. Et l'une des choses sur lesquelles j'essayais de jouer, c'était ce genre d'optique. Dire que, non, chez nous, dans mon propre camp, on a fait ci, donc on l'amène à l'opposition. Ça, c'est des artifices, comme je dis chaque fois. Maintenant, on nous a parlé aussi de la démocratie. Et j'ai l'impression que chaque fois, mon visage revient et fait l'égalité entre le système partisan et la pluralité des partis. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui fait que c'est vraiment dommage qu'on se retrouve dans une position maintenant qu'on est en train de promouvoir un arçonniste qui se réinvente en pompier. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que ce n'est pas possible qu'on puisse avoir mis le feu, on ait mis le feu à la maison et que maintenant, aujourd'hui, on veut avoir les clés de la chambre qui a le liquide pour raviver ce feu-là. Moi, et je le dis à haute voix,
je dénie le droit au chef de l'État de remplir un second mandat sur la base de 2 éléments. D'abord, sa performance désastreuse pendant 5 ans, on ne remplit pas après avoir un résultat aussi désastreux. Et la deuxième, sur le respect de la parole donnée. Parce que quelle éducation on montre à nos enfants. Moi, c'est ce que moi j'ai à dire pour résumer tout ce qu'il est en train de nous dire là par rapport à ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait. Les infrastructures, les investissements, quand on parle des investissements, combien d'IDE, c'est-à-dire investissements directs étrangers, sont arrivés au pays? On nous fait des emprunts obligataires récurrents parce qu'on est en train de comment dirais-je, de fermer un trou qui se creuse sans fond. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça qu'on fait des emprunts récurrents. Donc, effectivement, on va nous dire qu'on nous a construit 22 stades. C'est ce que moi je retiens de 5 ans. 22 stades. Et je dis qu'il faut faire attention. Parce que l'opium des peuples, c'est le sport. C'est quand on veut dérouter les gens, les jeunes, on veut les avilir, on ne commence pas à investir dans ce genre d'infrastructure. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, beaucoup. À travers chacune de vos interventions, c'est comme si chacun déjà concluait. Oui, vous voulez dire, M. Arruda? Je vais conclure en disant que 5 ans de nouveau à Talon, c'est déjà 5 ans de désastre. Parce que la confiance des partenaires au développement ne pourra pas se renouer. Les transfuges de l'air Yahi qui retenaient leurs freins, qui sont avec lui en ce moment parce qu'ils ont eu peur d'être traduits en justice, ils vont se rebeller. Et même les gars de son propre camp, qu'il a émaculé en reprenant 5 ans après leur avoir promis qu'il allait se mettre en retrait pour les laisser passer, ils vont se révolter. Et ce ne sera plus l'opposition qui l'aura au dos, mais il aura tout le monde au dos s'il ne l'a pas déjà fait. Merci. Merci, on vous a compris. On va donner la parole à Miguel Hueto. Vous voyez, ce fut des interventions, comme on peut dire, un peu fleuve, mais à chaque plateau, sa réalité. Miguel Hueto? Oui, mon vis-à-vis disait tout à l'heure qu'en 5 ans, le Bénin est sorti des pays les plus pauvres. Je veux lui ajouter qu'en 5 ans, le Bénin... L'espace civique béninois s'est rétréci et se rétrécit davantage chaque jour. Je n'invente rien. Les mêmes institutions qui ont fait savoir que le Bénin est en train de sortir des pays les plus pauvres, à côté, ce sont des institutions aussi qui ont évoqué le fait que l'espace civique béninois est en train de se rétrécir. À cela, on va ajouter que la liberté de la presse est en train de reculer. Le Bénin a énormément reculé sur ce point-là. Voilà des réalités qui existent. Il faut constater, il faut pouvoir se regarder en face encore une fois. On a parlé de l'éducation. Et mon vis-à-vis a semblé faire savoir que l'éducation et les réformes au niveau du secteur éducatif sont à la limite, se retrouvent, il a dit, je vais utiliser ses propres mots, l'éducation retrouve ses lettres de noblesse. Parce que simplement, les enseignants ne vont plus en grève. Est-ce que la qualité de l'éducation se résume au fait que les enseignants n'aillent plus en grève? Le fait pour l'État béninois d'avoir précarisé l'emploi, d'avoir rétréci l'espace civique et de le faire davantage chaque jour, de restreindre la liberté d'expression, de restreindre les libertés fondamentales. J'ai envie de dire pour conclure que le président de la République, M. Patrice Talon, quelque part, il a échoué. Il a échoué parce qu'il n'a pas su faire le job en 5 ans. S'il l'avait fait, il partirait les mains levées avec sourire, se disant que quel que soit le citoyen qui prendrait le pays, il allait faire ce qu'il faut pour que les édifices ou les pignons les plus positifs qu'il a, soi-disant, mis en place, que cela continue. Et je regrette malheureusement, encore une fois, les populations ne seront pas édifiées parce que le débat qui se fait n'est pas de nature à leur faire comprendre ce qu'il faut comprendre pour faire un choix judicieux. Merci, chers panélistes. Comme je le dis, on a encore beaucoup à dire sur la question. Nous allons, avec votre permission et la complicité de nos invités du jour, nous en arrêter là, quitte à vous retrouver très très bientôt. Prenez soin de vous, à chaque jour suffit cette peine.